contrairement à eux, tu as investi quand même un peu moins, dans moins de sociétés. Alors d'abord, c'est parce que c'est mon argent personnel, parce que c'est une grande responsabilité d'être dans ce fauteuil d'investisseur de qui veut être mon associé. En plus, j'avais un gros concurrent cette année qui était Tony Parker. Alors, est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'entrepreneuriat? Le fait que je sois une femme n'a jamais été ni un frein, ni un accélérateur. Être droit dans ses bottes, faire les choses correctement, respecter les gens. Si vous étiez présidente, est-ce que vous mettriez en place des IA à l'Élysée? Bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais je mets des IA partout. Cette révolution technologique va nous aider à créer le produit de nos rêves pour faire de la prospection commerciale et aussi de la relation client. Est-ce que le prospect se rend compte qu'il parle à un robot? J'entends plein de gens qui racontent n'importe quoi. Si tu achètes une formation 10 000, tu vas pouvoir gagner 30 000 € par mois. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et nous sommes de retour pour le Tech Show. Merci d'être encore une fois avec nous pour ce nouvel épisode du Tech Show. Alors le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité influente du monde de la tech, homme politique, dirigeant de grands groupes, entrepreneurs ou experts du digital. Tous se sont assis dans le fauteuil du Tech Show. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera avec nous aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Ruben de l'agence Follow va nous parler des pièges des réseaux sociaux, également au programme Adrien Laripa de 140 Studios qui nous parlera DNVB avec l'expérience de la société Warby Parker. Nous recevrons en plateau Aurélie Lequin, Head of Data en lunettes connectées chez Essilor, le célèbre jeu J'investis pas avec notre invité, mais aussi des quiz, des défis et des surprises, c'est tout de suite dans le Tech Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle. Alors si aujourd'hui elle est dans la lumière, c'est en coulisses qu'elle a commencé en tant que stagiaire chez TF1. Rapidement, elle entre dans le monde du digital en prenant la responsabilité du site internet d'Eurosport. Sa première aventure entrepreneuriale se fera avec Kappa, une plateforme d'intérim digital revendue en 2021 au groupe Adecco pour 100 millions d'euros. Véritable passionnée par la révolution de l'intelligence artificielle, notre invitée continue son aventure entrepreneuriale avec sa nouvelle société, Volubil. Mais c'est à la télévision qu'elle se fait remarquer en tant que jury dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» J'ai le plaisir de l'accueillir pour la première fois au Tech Show. Stéphanie Delestre est notre invitée. Bonjour Vincent. Bienvenue au Tech Show. Ravi de te recevoir. Ravi. Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter sur ce plateau. Je crois que tu es à l'aise maintenant avec les caméras sur les plateaux, avec l'émission Qui veut être mon associé. Tu es habitué? Alors, habituée peut-être, mais en tout cas, très fière et très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci, pas toi. Et le plateau est magnifique. Et donc là, maintenant, tu es très exposée avec cette émission. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Alors, je pense, oui, certains, parce que je le vois un peu, tu vois, dans les yeux. Souvent, ils viennent te voir. Et la semaine dernière, j'étais dans le métro. Et j'étais en train de parler au téléphone. Après tout ce succès, tu prends encore le métro. Le RER, pour aller chez ma mère aussi le week-end, le RERC, direction Vitry-sur-Seine. Et donc, j'étais en train de parler au téléphone. Et il y a un monsieur qui commence à me parler. Donc, je lui dis, écoutez, je suis au téléphone. Donc, je retire mes écouteurs. Et je lui dis, est-ce que je peux vous aider? Il me dit, non, mais je crois que vous étiez dans l'émission Qui veut être mon associé. Je fais, oui, c'est moi. Et en fait, c'était aussi un entrepreneur. Voilà. Donc, et on a parlé business. On te reconnaît. Tu nous as dit que tu as été très contente quand on t'a appelé pour participer à l'émission. Qu'est-ce qui t'a emballé dans cette aventure? Ce qui m'a plu dans l'émission, d'abord, j'étais une super fan, donc j'ai regardé toutes les saisons. Deuxièmement, on a la chance en France d'avoir une émission qui parle d'entrepreneuriat sur une chaîne nationale en prime time. Et moi, je suis, je pense, une grande fervente partisane de la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier aussi pour les jeunes. Et donc, c'était une opportunité exceptionnelle de pouvoir apporter aussi mes valeurs à l'émission. Et puis aussi, c'est quand même une chance incroyable parce que tu passes des journées à écouter des entrepreneurs. Donc en fait, tu es dans le fauteuil. Alors le job est difficile parce que tu penses que là, tu es dans le fauteuil, c'est sympa, les entrepreneurs arrivent, c'est eux qui ont bossé depuis 6 mois à préparer leur dossier, faire une vidéo, qu'ils ont la trouille. Mais en fait, moi, je pense que j'étais aussi terrorisée qu'eux. Autant le trac qu'eux. Oui, bien sûr, parce que c'est une grande responsabilité. D'abord, d'être dans ce fauteuil d'investisseur de Qui veut être mon associé, et puis de devoir leur dire si tu investis ou pas, et de trouver en quelques dizaines de minutes les bonnes raisons.
Donc c'est une grosse responsabilité. De préparer sa justification, parce que tu dois prendre une décision et après te justifier devant tout le monde sur les raisons pour lesquelles tu décides d'y aller ou pas y aller. Voilà, donc en fait, on ne connaît pas les boîtes, donc on découvre complètement en direct. Entre chaque start-up, on sort du plateau, parce qu'il y a un nouveau décor qui est mis en place, et pour que aussi... Quand nous, on arrive, eh bien, il y a cet effet de surprise, de découvrir dans quel univers la start-up est en train de travailler. Les entrepreneurs ensuite arrivent, ils présentent leur boîte. Tu as le droit de poser quelques questions, mais en fait, le temps passe super vite. Puis tu sais, on est 5 investisseurs, donc le temps passe vraiment vite. Et ensuite, on doit donner tout de suite notre position. Est-ce qu'on décide d'investir ou pas ? Et surtout, on a l'obligation d'expliquer pourquoi on prend cette décision. Alors, contrairement à tes autres collègues, on a reçu Anthony Bourbon et Jean-Pierre Nadir dans cette émission. Et donc, contrairement à eux, tu as investi quand même un peu moins, dans moins de sociétés. Est-ce que c'est parce que tu privilégies la qualité à la quantité ? Alors d'abord, c'est parce que c'est mon argent personnel. Et eux aussi, c'est leur argent, non ? Oui, mais ils en ont peut-être plus. Donc moi, c'est mon argent personnel. Deuxièmement, je suis plutôt une experte du B2B que du B2C. Et c'est vrai que c'est une émission d'entertainment aussi. Donc il y a beaucoup de B2C. Ouais, il y a beaucoup de B2C. On a posé cette question à Jean-Pierre Nadir. Est-ce que tu as un budget, du coup, en début d'émission et tu te dis, je vais dépenser tant d'argent et après tu répartis, tu alloues ensuite ce budget ? Alors moi, j'avais un budget en tête que j'ai... pour le coup, un petit peu moins dépensé. Pourquoi ? Parce qu'en plus, j'avais un gros concurrent cette année qui était Tony Parker. D'accord. Donc, lui, si tu veux, quelquefois, il est nos limites. C'est pas qu'il est nos limites, c'est surtout quelquefois, on s'est retrouvés en concurrence pour investir dans une boîte. D'accord. Et souvent, les start-upers ont choisi Tony, ce que je peux comprendre. Ouais, face à Tony, c'est dur de gagner, étant donné toute sa notoriété. Ouais, donc c'est vrai qu'elle est dure cette émission. Donc on a plein de questions à te poser, notamment sur l'intelligence artificielle générative, puisque tu as lancé une nouvelle start-up. On va parler après de tout ton parcours, mais d'une nouvelle start-up qui s'appelle Volubill. Est-ce que tu peux nous parler, même si on rentrera tout à l'heure plus dans le détail, de Volubill ? Eh bien, tu as raison. Je viens de lancer une nouvelle boîte avec un associé, Julien Ross, qui était mon CTO chez Kappa, dans mon ancienne boîte. On va en parler après de ton ancienne boîte. Et donc, en fait, ça faisait un petit moment qu'on évoquait l'idée de lancer une boîte ensemble, parce qu'on a finalement des compétences très, très, très complémentaires. Lui est très bon en tech, moi je suis très bonne, je crois, en commerce et en finance. Et donc, 1 plus 1 égale 4. Chez Kappa, on avait rencontré quelques pains, quelques soucis. Et en particulier, nos 2 plus grosses pains, si on peut dire, c'était de rentrer des nouveaux clients. Et donc, pour rentrer des nouveaux clients, toutes les boîtes sont confrontées à cette pain-là. La prospection commerciale. Voilà, c'est la prospection commerciale, tu as tout à fait raison. Et donc, c'est compliqué de faire de la prospection commerciale. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Souvent, tes bons chasseurs, au bout d'un moment, ils te disent... Steph, maintenant, est-ce que je pourrais devenir account manager ? Non, je t'en supplie, reste chasseur, reste chasseur. Donc la première difficulté, c'était la prospection, la chasse commerciale. Voilà. Et donc face à ça, vous avez lancé Volubill. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on a vu l'IA générative arriver en octobre-novembre 2022, on s'est dit, mais là, il se passe quelque chose d'incroyable. Et en fait, surtout, on s'est dit, c'est cette révolution technologique-là qui va nous aider à créer le produit de nos rêves pour faire de la prospection commerciale et aussi de la relation client. Et donc, on a décidé de lancer Volubill. Donc, Volubill.ai, c'est une plateforme d'agents conversationnels vocaux. C'est-à-dire que on a créé une machine qui est capable de faire des appels sortants avec une voix humaine et avec un vrai comportement d'humain. Donc concrètement, c'est un commercial en IA, c'est un robot commercial qui va faire de la prospection sortante et qui va être capable d'interagir avec un prospect. Voilà, d'interagir avec un prospect et de caler des rendez-vous pour l'équipe commerciale. Il est préparé à toutes les objections possibles. Exactement. Alors après, ça dépend des clients, puisque la machine aussi, elle apprend en fonction des besoins du client. Ça, c'est le premier point. Elle est aussi capable de faire des calls entrants, parce que le marché de la relation client est un énorme marché. C'est 400 milliards dans le monde, 400 milliards de dollars dans le monde. Donc, elle est aussi capable de gérer, des calls entrants. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que le prospect se rend compte qu'il parle à un robot ? Alors, il peut se rendre compte au bout d'un petit moment, mais la magie de Volubill, c'est que souvent, à la fin, les gens lui disent « Au revoir, madame ».
Donc, c'est-à-dire, ils ne se sont pas rendus compte du tout. Et si on lui demande, mais je pense que vous êtes un robot, il répond oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais. La machine, elle n'est pas éduquée à mentir. Elle est éduquée à avoir le meilleur ROI pour la prospection commerciale et la meilleure qualité pour la relation client. Est-ce que les gens ont envie de parler à des robots ? En fait, je ne sais pas si ça, c'est la question. Je pense que les gens, ils ont juste envie que le service dont ils ont besoin à un instant T soit rendu. Voilà. Et en fait, il y a énormément de cas pour lesquels la machine marche très, 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 très bien. Donc là, les retours commerciaux sont plutôt satisfaisants sur les sessions de prospection. Donc en fait, on a commencé à développer la machine en tout début d'année 2024. Et quelques mois après, on commence, ça y est, la commercialisation. Ce qui est bluffant, ce qui est vraiment bluffant, Vincent, c'est que moi, chez Capa, c'était un métier de service. On avait vraiment beaucoup d'énergie à mettre pour démarcher les clients, que les clients acceptent de venir. Puis d'un autre côté, il fallait trouver les intérimaires, les motiver pour travailler dans l'entreprise de nos clients, etc., etc. Là, ce qui est quand même magique, c'est que on en est au tout début de cette révolution qui va vraiment bouleverser le monde. Et nos clients actuels chez Volubile comprennent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le site Volubile, ils s'inscrivent et ils disent, ils nous envoient des petits messages, mais on a déjà plusieurs centaines de leads d'entreprises moyennes et grosses qui nous disent, mais appelez-nous, vous allez changer la vie de mes commerciaux, ou vous allez pouvoir faire ce que j'ai jamais réussi à faire, ou vous allez pouvoir soulager mon équipe parce que au moins, ils ne vont plus être dérangés le soir ou le week-end. Donc, en fait, les clients comprennent très vite quel est l'impact que Volubile peut avoir pour leur entreprise. Donc, en fait, la commercialisation, elle est ultra rapide. Alors, pour toi, quel va être l'impact de l'IA en France pour les entreprises, puisque maintenant que tu es au cœur de ce projet? Je pense que vraiment, ça va changer le monde. De la même façon... C'est Bill Gates qui dit ça, mais de la même façon que l'électricité a changé le monde et ensuite la révolution de l'Internet dans les années 90. Une des plus grosses révolutions industrielles avec l'IA. Oui, bien sûr, parce que d'abord, ça va aller très très vite. Deuxièmement, ça va toucher tous les secteurs. Un exemple qui n'a rien à voir avec Volubile, mais dans la medtech, je ne suis pas une spécialiste de la medtech et je ne suis pas médecin, mais je lis beaucoup et je rencontre pas mal de personnes. Mais par exemple, dans la medtech, un radiologue ou un oncologue ou un spécialiste de l'IRM aujourd'hui qui va utiliser de l'intelligence artificielle, son intelligence, elle va être capable de lire des millions d'IRM, de lire des millions de diagnostics. Et quand un patient va passer une IRM, eh bien en fait, l'IA va aider le médecin en lui disant, écoute, il y a une probabilité de X% pour que ce soit tel diagnostic. Donc en fait, si on prend juste le domaine de la médecine qui nous concerne tous, eh bien, moi, je pense qu'il va y avoir des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements qui vont nous permettre certainement de vivre mieux et peut-être de vivre un peu plus longtemps dans certaines pathologies, quoi. Donc, c'est magique. C'est vraiment magique. Alors Stéphanie, tu as rencontré Gabriel Attal le 8 mars, je crois, pour célébrer 101 femmes entrepreneurs donc de chaque département français. Alors je suis toujours un peu gêné de poser cette question, de parler de ces sujets quand on reçoit une femme. C'est pour ça que je vais éviter le fameux « alors est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'entrepreneuriat ?» Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on aura gagné quand on arrêtera de pointer cela et qu'on arrêtera de se dire que c'est génial d'avoir une femme entrepreneur? Bien sûr. Alors, moi, je peux témoigner de ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que le fait que je sois une femme n'a jamais été ni un frein, ni un accélérateur. Le milieu de la tech, aujourd'hui, ne fait pas attention si tu es un homme ou une femme. Il fait attention si tu es compétent, si tu peux créer une boîte et la faire grandir. Et voilà. Il y a quand même moins de femmes qui sont financées aujourd'hui que d'hommes. Quand on regarde la moyenne sur les fonds d'investissement, il y a moins de femmes financées. D'accord, mais je ne pense pas du tout que ce soit la faute, entre guillemets, des fonds d'investissement. Il faut changer beaucoup d'autres choses avant de devenir femme entrepreneur. Par exemple, à l'école. À l'école, on ne dit pas forcément que quand tu es une femme, tu peux devenir entrepreneur. Voilà, dans les familles aussi, dans certaines familles. Il faut évangéliser, ouais. Exactement. Donc, en fait, oui, tu as raison, on aura gagné quand on n'en parlera plus. Bon, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et moi, c'est pour ça que un des sujets qui me tient à cœur personnellement, c'est de dire à toutes les jeunes filles, n'hésitez pas à faire des écoles d'informatique ou des écoles d'ingé.
Donc tu encourages les femmes. Oui, bien sûr. Et puis ça va se combat faire. aussi, c'est les jeunes. Ouais. Ça te tient à cœur, notamment les jeunes des cités. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens dans l'inclusivité, dans l'entrepreneuriat en France aujourd'hui? Bien sûr qu'on va dans le bon sens, tout s'améliore. Hein. Alors moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je pense d'ailleurs que c'est une des valeurs qui nous rassemble tous, les entrepreneurs. Hein. Je suis quelqu'un de très optimiste et je ne vois pas forcément le monde comme ça. Moi, j'en ai un peu marre des gens qui critiquent la France alors que c'est le plus beau pays pour entreprendre, où il y a des aides incroyables. Et puis, pour exemple, allez sur le site de la BPI, vous verrez, il y a plein d'aides dans tous les sens, à tous les stades de développement d'une boîte. Alors, imaginons, je suis un jeune de cité. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller en premier pour me lancer? Déjà, 1, bosse un peu. D'accord. Même beaucoup. 2, prends-toi en main. 3, n'écoute pas les autres, fais-toi confiance. Et 4, une fois que tu as fait tout ça, réfléchis à une idée qui peut changer le monde. Regarde les compétences qui te manquent et va chercher des potes qui ont ces compétences-là. Bien et puis après, vas-y. Alors Stéphanie, on a des tas de questions à te poser sur l'IA et notamment sur Volubile, mais on voulait un peu plus en savoir sur toi. Et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Stéphanie, es-tu prête pour l'interview Backstory? Oui, je l'attends avec impatience. Stéphanie, tu es née en 1969 dans une famille plutôt modeste, avec un père dessinateur industriel qui décédera quand tu étais jeune, et tu es donc élevée par ta maman dans une cité à Vitry-sur-Seine. Quel genre de fille étais-tu? Alors j'étais une petite fille plutôt sage, qui aimait beaucoup l'école. Alors sage à l'école et un peu dissipée à l'extérieur parce que les potes c'était super important pour moi comme je suis fille unique. D'accord. Voilà, mais j'aimais bien lire. J'avais des patins à roulettes, donc mes patins à roulettes c'était la liberté. D'accord. Tu vois, je pouvais sortir de la cité, aller me promener avec mes potes un peu plus loin. Mais vraiment une enfance très heureuse. Très heureuse. Tu dis que tu avais un rêve quand tu étais jeune, c'est d'avoir un supermarché, d'être caissière manutentionnaire. Est-ce que depuis tu as surpassé ce rêve ou est-ce que tu as raté une vocation? Non, mais j'ai raté une vocation parce qu'un jour j'ai rencontré le patron d'un Leclerc et je lui ai dit voilà, mon rêve ce serait d'avoir un supermarché. Il m'a dit maintenant t'es un peu trop vieille, il faut commencer quasiment à 16-18 ans, donc là t'es trop vieille et non, ce sera pas possible. J'ai été déçue. Ce que j'aime bien dans le supermarché, tu vois, c'est le côté concret. C'est-à-dire, tu reçois des cartons, tu les mets en rayon, tu vois ce qui se passe. Il y a pas, comme certaines startups où il y a des business models à inventer, là au moins il y a un business model qui est clair. T'achètes, tu revends. Voilà, et puis c'est un beau secteur pour le coup où l'ascenseur social il marche bien. C'est des beaux métiers, c'est des métiers très concrets qui touchent les vrais produits. Moi j'adore ça. Alors rapidement, tu fais plein de petits boulots, donc tu as été libraire, tu as travaillé chez GoSport, tout ça pour continuer le lycée. Donc tu passes le bac, à l'époque un bac scientifique, je crois on appelait ça le bac C. Ouais. Donc il fallait passer par des études, donc selon toi pour s'en sortir, puisqu'après tu as fait donc la Sorbonne, l'ESCP, et un jour donc tu entres en stage chez TF1. Et rapidement, tu gravis tous les échelons jusqu'à devenir responsable du site d'Eurosport. Qu'est-ce que tu faisais chez Eurosport? À l'époque, Eurosport, c'était tout petit. Hein. On était quelques dizaines d'employés. Puis après, on a grossi. C'est devenu une chaîne de sport leader avec ESPN dans le monde. Donc, c'était incroyable parce qu'en fait, déjà, à l'époque, travailler dans les médias, c'était un moment un peu magique. Et puis surtout, ce qui était magique pour moi personnellement, c'est que tous les jours, j'apprenais quelque chose. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre au moins un truc tous les jours. Donc soit en lisant, soit en regardant la télé, soit en rencontrant des gens. Tu es dans ce qu'on appelle le lifelong learning, apprendre en permanence. Ouais, voilà. Et donc, ce qui était super à Eurosport, c'est que j'ai commencé par faire des bandes annonces. Ensuite, j'ai été identifiée comme jeune à haut potentiel. Donc ça, c'était cool parce que là, tout d'un coup, tu suivais un parcours de formation dans des secteurs différents, comme le contrôle de gestion, le management, le commercial, voilà. Donc moi, c'est beaucoup appris. Ouais, moi je dis c'est le groupe Bouygues qui m'a appris à travailler, qui m'a aussi formé à toutes les compétences qui sont indispensables pour être entrepreneur. Il m'est arrivé un truc incroyable chez Eurosport, c'est que avec l'équipe, on a été les premiers à mettre de la vidéo sur mobile. Aujourd'hui, ça paraît basique. On regarde des films sur mobile, on s'envoie des vidéos. Mais à l'époque, nous, on a été les premiers
premiers en Europe et quasiment les premiers dans le monde à mettre des petits films de buts de foot, de morceaux d'événements sportifs. Et ça, quand tu fais ça, tu vois, c'est un souvenir qui te reste à vie, quoi. Quand tu dis... Et le fait d'être un peu un pionnier... Ça m'a toujours aussi attiré de faire des choses avant les autres, de disrupter des choses avant les autres. Ouais. Et donc après, alors, donc tu pars en Allemagne pour rejoindre la start-up Quaip. Est-ce que tu peux nous parler parce que c'est juste avant ta vraie aventure entrepreneuriale. Ouais. Alors ça aussi, moi, les rencontres dans ma vie, elles ont toujours été importantes, aussi avec toi. Mais à ce moment-là, je rencontre un monsieur qui s'appelle Dominique Vidal, qui est devenu un des patrons Europe de Yahoo, et qui me dit, mais Stéphanie... l'Internet va bouleverser le monde avec tout ce que tu as fait. Il est temps que tu ailles dans une start-up et que tu te lances. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je rencontre des fonds d'investissement. Je ne sais pas ce qu'est un fonds d'investissement. On n'a jamais parlé. Qu'est-ce que c'est que du venture capital, tu vois, des choses comme ça. Bon, en fait, ça se passe assez simplement parce que je passe des entretiens d'embauche et il me propose d'être COO, donc chef des opérations ou DG d'une petite start-up à Hambourg qui s'appelle Quaip. Je pars à Hambourg pour passer le dernier entretien d'embauche avec le fondateur de la start-up. Et je me souviens, j'avais ma jupe crayon, mes escarpins avec des très hauts talons. Et j'arrive là-bas, un peu pour faire bonne impression quand même. Et il me dit, viens Stéphanie, on va marcher. En fait, on a marché pendant quasiment 4 heures. C'était un entretien en marchant. Oui, mais finalement bien, parce que moi j'aime bien marcher aussi. Je trouve que les idées viennent plus facilement, voilà. Et à la fin, il m'a dit, c'est bon, tu commences. Et donc, j'ai vécu pendant 3 ans pour cette boîte Quaip qui était presque... c'est pas moi qui l'avais fondée, mais j'étais vraiment fortement impliquée. Et puis, je suis arrivée dans une boîte, on était 7, avec des Anglais, des Allemands, des Ukrainiens, des Russes, parce qu'en Allemagne, tu as beaucoup de développeurs qui arrivent des pays de l'Est. Et on était encore petits, on était 7-8, dans un appartement au-dessus du McDo de la grande place de Hambourg. Et on est devenu leader en Europe, on a été racheté par Yelp. D'accord. Et donc là, c'est ta première success story alors. Oui, mais et là, c'était une top aventure parce que, pareil, les étapes, en tout cas pour moi, les étapes sont importantes. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, j'ai d'abord fait des petits boulots, puis après, j'ai été embauchée dans un grand groupe qui m'a tout appris. Et puis ensuite, là, j'arrive chez Quaip où finalement, je suis la numéro 2 de la boîte et j'apprends ce que c'est que de faire un board, de faire des levées de fonds, parce qu'on va très vite partir en levée de fonds, de lancer, je l'avais déjà fait chez Eurosport, mais de lancer des sites dans toute l'Europe, de recruter, mais là, en partant vraiment de zéro quasiment. Donc ça, c'est une presque autre aventure. Logique. Et donc après, en 2016, tu lances Kappa. Et donc là, c'est ta première aventure entrepreneuriale à toi. Alors, c'était quoi l'idée 2011. De 2011. Et donc, c'était quoi l'idée de Kappa à l'époque? Est-ce que tu peux nous raconter, parce que je vois que c'est une aventure passionnante qui s'est bien terminée, l'aventure Kappa. Quaip est racheté par le leader américain. Je rentre en France. Là, je m'inscris au Pôle emploi à Vitry-sur-Seine, où habite ma mère. Et en même temps, je passe des entretiens où là, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « Oh là là, c'est compliqué de recruter ». Et puis, quand j'arrive au Pôle emploi, je rencontre des chômeurs, des chômeuses qui me disent « Oh là là, c'est compliqué d'être recruté ». Je dis « Mais c'est pas possible, quoi. Il y a quand même un truc ». Et moi, surtout, à l'époque, je rentre d'un pays, l'Allemagne, où c'est quasiment le plein emploi. Et donc, je me dis, il y a quand même un mismatch entre l'offre et la demande. Et l'idée, à l'époque, c'est de dire, on va utiliser des algorithmes et de l'intelligence artificielle, alors pas encore de l'intelligence artificielle générative, pour mieux rapprocher les offres d'emploi des CV des candidats et tout ça, le faire de façon automatique. Donc, on lance ça en 2011, ça marche plutôt bien. Sauf que je me rends compte assez vite que le marché des job boards, c'est un tout petit marché. Tu vois, c'est un marché qui Le marché des job boards, c'est-à-dire les plateformes qui mettent en relation demandeurs et offreurs d'emploi. C'est un tout petit marché. En fait, c'est un marché d'un peu plus de 100 millions. Et là, je regarde un peu les gros marchés qu'il y a autour. Et je tombe assez vite sur le marché de l'intérim. Parce qu'en fait, je me dis, on a une grosse CVTech de plus de 5 millions de Français et de Françaises qui sont inscrits. On a nos algorithmes de matching qui, d'une certaine façon, remplace le job de l'agence, puisque c'est la machine qui fait le matching entre l'offre d'emploi et le bon CV. Et donc, il nous manque la partie administrative de savoir faire des contrats de travail et des fiches de paie pour pouvoir devenir une agence d'intérim. Sauf que l'agence d'intérim, c'est 25 milliards en France. Un plus gros marché. Ouais. Et donc, c'est là que tu opères un pivot. Voilà, en fait. Exactement. Et on pivote et on devient la première plateforme d'intérim digital en France.
Et là, c'est incroyable parce que, un peu comme chez Volubil aujourd'hui, c'est-à-dire que les étoiles s'alignent. C'est-à-dire que j'appelle nos anciens clients, qui étaient nos clients de job board, en disant maintenant, on passe de job board à intérim. Et les clients disent génial, Stéphanie, OK, on y va. J'en parle à des investisseurs et là, Index dit OK, on investit. Donc, Index, un des plus beaux fonds d'investissement pour les startups dans le monde. Donc, tout s'aligne et après, il n'y a plus qu'à bosser. Et là, on a beaucoup bossé. Success story, donc en quelques années. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques chiffres que tu as le droit de communiquer jusqu'à la revente? Ouais. En quelques chiffres, donc levée de fonds avec Index en janvier 2017. Là, ça nous donne les moyens de recruter une belle équipe tech et donc de continuer d'investir. Vous avez levé combien en tout? On a levé 11 millions en tout. 11 millions. Voilà. Deuxième étape, le Covid. Où là, le premier jour du Covid, je me dis, on a tout perdu, parce que mes clients m'appellent en disant, Stéphanie, on arrête tous les intérimaires, l'usine ferme, le centre de transport ferme, etc., etc. Et en fait, 48 heures après, la grande distribution, donc Jonathan de chez Franprix, que j'embrasse, m'appelle, on ne se connaissait pas, on s'était juste croisés quelques fois dans des forums, ou me dit, Stéphanie, voilà, on a besoin de recruter quasiment 1000 intérimaires pour demain matin, on est un dimanche. On a 8 agences d'intérim, mais elles ont du mal à répondre. Est-ce que tu peux nous aider? Et je lui dis, écoute, OK, envoie-moi le fichier Excel avec la liste de tes magasins et de combien de personnes tu as besoin par magasin. Et quasiment en 48 heures, on lui a trouvé les 1000 intérimaires. Et grâce à votre techno aussi qui vous a aidé. Mais complètement, grâce à la techno qui a Et donc ça a sauvé l'entreprise pendant le Covid. Voilà, ça a sauvé. On a même fortement progressé sur le chiffre d'affaires parce qu'en fait, toute la grande distribution a travaillé quasiment avec nous. Et donc, en sortie du Covid, eh bien là, ce qui a été très structurant aussi, c'est de commencer à gagner des gros appels d'offres avec des grands groupes. Parce que dès qu'une start-up bosse avec un grand groupe, en fait, elle est obligée de se structurer pour travailler dans les process d'un grand groupe. Et ça t'apprend aussi énormément à bien travailler. Et donc, on a gagné Carrefour, on a gagné plein d'autres. Et c'est comme ça que ça a explosé jusqu'à une revente pour un peu moins de 100 millions d'euros. Ouais, en septembre 2021. Voilà, et là, c'était le rêve. Qu'est-ce qu'on ressent quand on revend sa société aussi chère et quand d'un coup, on a autant de cash? Alors, pour moi, ce n'était pas le cash qui était important, même si, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Mais c'était surtout, d'abord, une énorme fierté, parce que j'avais des concurrents qui n'étaient pas très honnêtes, voire certains malhonnêtes. D'accord. Donc je me suis dit, tu vois, comme quoi être droit dans ses bottes, faire les choses correctement, respecter les gens, finalement, ça marche. Deuxièmement, une immense fierté pour le travail accompli. Et là, merci à toutes les équipes CAPA, merci à nos fournisseurs, merci à nos clients, parce que quand tu n'as pas de clients, tu ne peux pas te développer. Et là, une immense fierté, parce que quand je me retourne et que je me dis, voilà, tu étais dans ta cité à Vitry-sur-Seine, tu as commencé à bosser à 14 ans, et maintenant, tu vends la boîte que tu as créée au leader mondial. Quoi, tu vois, c'était surtout ça. C'est un énorme sentiment de satisfaction. Et puis, Adecco, c'est une belle boîte, c'est une boîte avec des valeurs, c'est une boîte qui a souvent été très innovante, en particulier sur la relation sociale avec les intérimaires, tu vois, qui a créé plein de choses, qui a mis plein de choses en place. Donc, une fierté de vendre au leader mondial et de vendre à une très, très belle boîte. Et puis aussi, tu vois, le fait de se dire, ouais, j'ai bien travaillé. C'est un sentiment de satisfaction, la valeur travail, la valeur travail, pour moi, elle est super importante. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette première partie. Et donc, maintenant, on va retrouver Ruben de l'agence Follow, qui va nous parler réseaux sociaux et particulièrement du côté sombre des réseaux sociaux et des pièges à éviter. C'est parti pour le Creator Time de Ruben de Follow. Hello à tous les amis, merci Vincent de m'inviter une nouvelle fois pour cette chronique du Tech Show. Aujourd'hui, on va parler évidemment des réseaux sociaux, mais surtout de leurs impacts négatifs. Comme vous le savez, ces plateformes digitales sont à la fois un outil d'engagement et de communication incroyable, mais elles présentent des risques et ils sont nombreux. Partons d'un constat clair. Les réseaux sociaux ont une puissance incroyable, que ce soit en matière de création de contenu, de diffusion et d'interaction autour de ces contenus, et bien plus encore. Le potentiel est tout simplement illimité. Mais cette absence de limite se traduit malheureusement par des excès
excès et des dérives sur les réseaux sociaux, faisant émerger des risques liés à leurs utilisations. Le danger intervient surtout lorsque les réseaux sociaux constituent la source exclusive d'informations, notamment chez une grande partie des jeunes générations. Même si les médias traditionnels sont aussi présents sur les réseaux sociaux, des influenceurs et pseudo-médias y sont beaucoup plus visibles, notamment grâce à leur maîtrise des codes, de l'algorithme et des formats très courts. Les jeunes sont habitués à consommer du snack content et ça, c'est un danger. Un danger car on laisse la place à la désinformation massive. Alors pour vérifier une information, je vous donne 3 tips. Premièrement, s'il vous plaît, vérifiez la source. Provient-elle d'un média connu? Est-ce que l'URL est le bon? Est-ce que l'influenceur qui prend la parole est un journaliste ou un militant? Si la source est inconnue, un tweet d'un anonyme par exemple, vérifiez que l'information a été reprise par des grands médias. Beaucoup ont des services de fact-checking qui permettent de désamorcer les fake news. Alors si c'est une image, vous pouvez faire une capture d'écran de l'image en question et vous vous rendez immédiatement sur Google Images qui vous permettra de vérifier si l'image est un montage. Comme tout, les réseaux sociaux ont leurs qualités et leurs défauts. Alors s'il vous plaît, à vous de les utiliser de manière responsable. Merci beaucoup Ruben de Follow. Je sais pas ce que tu en as pensé. Tu penses qu'il faut vérifier ses sources, qu'il faut être vigilant avec les réseaux sociaux? Ah oui, alors moi j'ai un esprit critique très développé et merci Ruben parce que des conseils. Moi j'aime bien les conseils concrets et là c'est ultra concret. Applicable tout de suite, donc top. Alors, j'ai entendu dire que tu avais une proposition radicale sur les réseaux sociaux, tu vas nous dire si c'est vrai. Donc, on nous a dit, en préparant l'émission, que tu souhaitais mettre fin à l'anonymat en ligne. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce que tu penses qu'on va pouvoir y parvenir? Alors oui, c'est vrai, parce qu'en fait... moi, tout ce qui est délation, fake news, etc., je suis passionnée d'histoire, donc j'ai appris où ça peut emmener. Donc en fait, je trouve que le fait d'enlever l'anonymat, c'est aussi d'avoir sa colonne vertébrale et d'assumer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc là, en général, moi la première, on change complètement de ton et surtout on tourne sa langue cette fois dans sa bouche. Il y aura moins avant de dire des conneries. Et puis surtout, faut arrêter le harcèlement, la violence, stop quoi. Alors Stéphanie, je crois que tu as une idée très arrêtée, très claire sur l'éducation. Et tu as dit, moi, si j'étais aux affaires, je changerais tout. Alors ce serait quoi le programme de Stéphanie Delesse pour l'éducation? Alors moi, sur l'éducation, je ferais un truc très simple qui peut être mis en place très rapidement. Un peu mode entrepreneur. Donc, déjà, je prends tous les programmes scolaires et je les digitalise tout. D'accord, tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Donc, l'enfant, à partir du CP jusqu'à la fac, quand il arrive, il commence par regarder un avatar, donc un être humain, ça peut être un comédien, qui va donner donc, il n'y a plus de profs, la il y a leçon. quand même des profs? Non, bien sûr qu'il y a des profs. D'accord. Mais les profs, plutôt que de les payer 90% de leur temps à rabâcher un cours qui, en fait, ils lisent ce qu'ils disent, etc., on va prendre les meilleurs profs dans chaque matière et c'est même eux, plutôt qu'un comédien, qui vont être le professeur dans l'écran qui va expliquer le cours. Donc déjà, on a un prof qui donne le même cours de maths pour tout le monde. Tu as beaucoup réfléchi à ce sujet, quand même. J'ai d'une famille de profs aussi, il y avait des profs. Et donc, les professeurs qui sont dans la salle de classe, en fait, ils sont là soit pour aider l'enfant qui a une difficulté à un moment donné, ou soit l'enfant qui va trop vite sur un sujet et qui pourrait passer déjà sur le cours d'après. Voilà. Et surtout, je remets aussi dans les écoles des cours de théâtre, par exemple. Des cours de théâtre pour que les enfants aient plus conscience de leur corps et plus conscience qu'il y a quelqu'un en face d'eux à qui il ne faut pas forcément couper la parole, qu'ils arrivent à mettre des mots quand ils communiquent. Je remets des cours de musique pour apprendre à écouter. Je remets plus de sport parce qu'on nous dit que les enfants, il y a un problème de santé mentale chez les enfants. Mais quand tu fais du sport, j'en parlais d'ailleurs avec Tony Parker dans Qui veut être mon associé, quand tu fais du sport, tu as des hormones qui te donnent la pêche, qui te donnent la niaque. Tu rentres chez toi, tu es un peu fatigué, mais c'est une bonne fatigue, etc. Donc, tu enlèves aussi une grande partie de ces problèmes de santé mentale. Donc, j'ai un très bon programme ultra efficace, je suis sûre qu'il marche. Du coup, est-ce que la politique, tu y as pensé? Parce que là, tu me parles beaucoup de politique. Alors, je suis passionnée par la politique. D'accord. Je suis pas une grande connaisseuse, mais oui, j'aime bien écouter les débats, parce que je trouve que déjà, le fait de pouvoir débattre dans notre pays et dans les démocraties, c'est super important. Donc, j'aime bien écouter les débats, j'aime bien écouter tous les hommes et toutes les femmes politiques de tous les bords pour comprendre aussi comment ils réfléchissent. Et puis pour voir quel programme il nous propose. Écoute Stéphanie, ça tombe bien, parce qu'on va passer à l'interview « Si j'étais présidente ».
Alors, Stéphanie. Ouais. Attends, il faut que je me mette en sérieux. Si j'étais présidente, donc là, je me présente. On a une image, je me présente. On a une image à te montrer. Alors, Stéphanie, est-ce que cette image te plaît? Parfait. Alors, Stéphanie, si tu étais présidente, quelle serait ta première mesure? Alors, ma première mesure, je supprime plein de ministères, j'en garde que 10. D'accord. 3 en direct avec moi. D'accord. Et 7 autres qui on a peuvent presque manager l'impression que tu as déjà réfléchi à la question. Sûr. Stéphanie, si tu étais présidente, est-ce que tu serais plus sociale ou plus capitaliste? Bon, je serais d'abord sociale. D'accord. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On peut être les deux. Il faut bien aussi trouver de l'argent pour être social. Alors, si vous étiez, vous voyez, hein, si vous étiez présidente, dans quel pays iriez-vous pour faire votre première visite d'État? Oh là là, les questions, elles sont bonnes. Je crois que j'irais en Allemagne. Stéphanie, si vous étiez présidente, qui serait votre Premier ministre? Je crois que je prendrais Laurent Delaporte. D'accord. Mon ancien co-CEO chez Kappa. D'accord. Avec qui vous êtes toujours en bon rapport? Ouais, voilà, parce qu'en fait, on brainstorm bien, on prend les bonnes décisions, on agit vite. Et on est très complémentaires. Si vous étiez présidente, est-ce que vous mettriez en place des IA à l'Élysée? Bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais je mets des IA partout. D'accord. Partout. J'en mets à l'hôpital pour qu'on retrouve des moyens financiers pour avoir plus d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de médecins. J'en mets bien sûr à l'école, j'en mets dans la justice, j'en mets partout. Alors, et d'ailleurs, pour moi, c'est mon programme politique, il est avant tout basé sur l'IA pour changer la France. D'accord, c'est carrément dans le programme politique, c'est devenir l'IA Nation. Non, alors non, parce que quand tu dis ça, ça va faire peur. Et si je veux être élue, je ne dois pas faire peur. Je dois rassembler. Mais au contraire, je mets de l'IA partout pour regagner du temps, regagner de l'efficacité, regagner du social, regagner de l'argent et faire que la France garde sa position. Alors, Stéphanie, si vous étiez présidente, quel est le premier secret d'État que vous aimeriez savoir? Le budget. Le vrai budget? Ouais, c'est un secret d'État aujourd'hui, le budget. Peut-être qu'il y a des budgets cachés alors. Il y a plein de trucs cachés. Hein, d'accord. Donc je voudrais avoir le budget pour dire on prend ce budget-là et on décide tous ensemble, hein, parce que je fais aussi participer les Français et les Françaises. Donc on propose des choses pour aller plus vite et on décide ensemble de là où on veut mettre l'argent. Alors Stéphanie, si vous étiez présidente, quel secteur vous placeriez en priorité? La tech, la santé, l'éducation? L'éducation. L'éducation. Stéphanie, si vous étiez présidente, est-ce que Paris serait toujours la capitale de la France? Oui, parce que ça, c'est des faux débats. Et comme je n'ai pas envie de perdre mon temps, je ne vais pas rentrer dans des trucs qui ne servent à rien, quoi. Donc, on agit que sur des trucs qui sont ultra importants pour le pays, ultra importants pour les Français et les Françaises. D'accord. Et pas sur de la gnognotte de communication à deux balles. Stéphanie, si vous étiez présidente, est-ce que vous auriez toujours les pieds sur terre? Plus que jamais. Donc, ça, c'est une grande force. Et je pense que c'est ma grande force. C'est-à-dire, malgré tout ce succès, toutes ces success stories, t'es toujours resté... Non, mais d'abord, tous ces succès... moi, j'ai bossé 7 jours sur 7, 90 heures par semaine pendant plus de 10 ans. Donc, c'est pas du succès, ça. Hein. Du succès, c'est d'y arriver sans trop travailler, prendre des vacances à la cool. Ça, on en parlait avec Jean-Pierre Nadir aussi lors du dernier Tech Show. C'est très rare, hein, les gens qui réussissent sans travailler beaucoup. Oui, d'accord. Mais donc, tu vois, le succès, quand tu regardes combien de temps on y a passé, le succès, il est tout relatif. Hein. Donc, Madame la Présidente, la presse, finalement, est-ce que c'est pas le plus dur à gérer? La presse? La non, presse. Absolument pas. Parce que je sais que sur Kappa, vous étiez très fort en relations presse, en relations publiques, tu étais très médiatisé. En fait, je crois que tu étais aussi connu avec Kappa que maintenant, en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, non, la presse, quand tu parles vrai, que ce soit à d'autres hommes politiques, à des journalistes, à des entrepreneurs, à des salariés. Quand tu parles vrai, en fait, tu ne peux pas être prise en défaut. Donc, quand tu ne peux pas être prise en défaut, tout est beaucoup plus simple. Puis quand tu assumes aussi tes positions. Alors, merci Madame la Présidente. Donc, en attendant d'être présidente, Stéphanie, je sais que tu as un podcast qui s'appelle « On lâche rien ». Donc, j'adore le nom, où tu donnes des conseils sur l'entrepreneuriat. Justement, quels sont pour toi les 3 conseils que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur? Si tu veux, alors je vais dire 3 mots. Le travail, l'audace et le courage. Le travail, parce que je pense que tu n'as rien sans rien. L'audace, parce qu'il faut quand même apporter de l'innovation ou de la disruption ou
ou un nouveau modèle économique quand tu veux entrer sur un marché et prendre ce marché. Et après, le courage parce que qui va avec le travail et l'audace, je pense, mais le courage de décider d'une vision, de garder cette vision, de garder ce cap, même quand ça tangue. Alors, tu as édité un guide, un livre, qui est « Comment passer de 0 à 100 millions d'euros de valorisation, de chiffre d'affaires ». Je ne sais pas d'ailleurs si c'est 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de valo. Alors, en fait, c'est de 0 à 100 millions. Et souvent, je dis... De quoi de ce que tu veux, en fait. Ah, d'accord, de 0... c'est pour ça, on se demande... Non, ça peut être 100 millions... oui, ça peut être à 100 millions de clients, 100 millions... Et alors, 100 millions de... Ouais, alors, quelle est la réponse donc, à cette question? Donc, comment on passe de 0 à 100 millions? En fait, la réponse... Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a... une très bonne question. Il y a tout un ensemble... Faut lire le guide. Non, mais il y a tout un ensemble de choses. Et en tout cas, moi, ce que je dis souvent, c'est que soit il faut que tu sois expert dans un domaine, soit il faut que tu sois généraliste dans plein de domaines différents. Si tu es entre les deux, c'est compliqué. Mais si tu es un expert très pointu dans un domaine, ou si tu es un généraliste très bon dans plein de domaines différents, en général, ça peut marcher. Et donc, derrière, l'histoire du guide que je construis au fur et à mesure, en même temps aussi que Volubile. L'idée de départ, c'était de se dire, j'entends plein de gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire, ils n'ont jamais monté de boîte, ils ont jamais rien vendu. Mais en fait, ils te font croire qu'ils vont t'expliquer comment ça marche et que si tu achètes une formation 10 000, tu vas pouvoir gagner 30 000 euros par mois. Alors, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et donc, je me suis dit, en fait... moi, je n'ai pas envie de vendre ces conseils. J'ai envie de juste partager ce que j'ai réussi à apprendre gratuitement. Et comme je relance Volubile, je me suis dit, en fait, je suis dans la position de milliers d'entrepreneurs en France qui veulent se lancer. Et que tu aies fait une boîte avant ou pas, d'ailleurs, honnêtement, là, je relance un truc, j'ai l'impression d'être débutante. Alors, avec des bons réflexes quand même. Tu as le même trac que la première fois. Tu ressens les premières sensations de capa. Tu sais quoi, le pire ? Parce que je dors plus la nuit, quoi. Ouais, t'as encore, alors que t'as été tellement successful. Et là, maintenant, comme je relance une boîte, finalement, je me suis dit, je vais partager, en repartant de zéro, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et puis revoir aussi si sur Volubile, ça marche bien. Mais en fait, ce qui peut y avoir d'exceptionnel aussi avec Volubile, j'y pensais, c'est que en fait, si tu utilises Volubile toi-même pour faire la prospection commerciale, pour vendre Volubile, normalement, ça devrait marcher. Donc en fait, si Volubile est un bon produit, maintenant, il n'y a aucune chance que ça ne se vende pas. Tu as tout compris. Donc c'est ça, en fait. C'est ça, la machine. C'est ça, la force de Volubile. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on se sert d'abord de notre machine pour vendre notre machine aux clients. Exactement. Et quand tu reçois un appel de Volubile et que tu te rends compte que le service, il est incroyable, tu dis, en fait, je veux la même chose pour ma boîte. Tu vois, le cercle vertueux. On va continuer de parler d'IA. Mais avant ça, il faut savoir qu'au Tech Show, chaque mois, on reçoit un invité tech qu'on a envie de mettre en avant, de mettre en lumière. Aujourd'hui, on reçoit Aurélie Lequin, qui est Head of Data pour les lunettes connectées chez Essilor. C'est l'invité tech. Bonjour Aurélie. Bonjour Vincent. Bienvenue au Tech Show. Alors bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au Tech Show. Donc vous êtes tout d'abord la fondatrice de l'association LS Team qui promeut la tech chez les jeunes filles. Donc félicitations. Et aujourd'hui, on vous reçoit car vous avez reçu le trophée Femmes du numérique 2023, notamment pour vos travaux en tant que responsable data pour la direction Smart Eyewear Technology chez Essilor Luxottica. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait Essilor Luxottica? Essilor est un acteur incontournable de l'optique ophtalmique. Depuis 170 ans, on développe des verres ophtalmiques qui protègent et corrigent la vue de tous. Par exemple, les verres progressifs Varilux ou encore Essilor Stellest pour les enfants myopes. Et Essilor fait partie du groupe Essilor Luxottica, qui est leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution des verres ophtalmiques, des montures et également des lunettes de soleil. Alors, quelle est votre mission au sein d'Essilor Luxottica ?
Moi, je suis responsable data donc pour la direction Smart Eyewear, donc pour les lunettes connectées. Et mon travail consiste à échanger avec les ingénieurs et avec les chercheurs pour voir comment intégrer les données qu'on va collecter avec des lunettes connectées, donc des données vie réelle, dans la conception des nouveaux produits pour comprendre les porteurs dans leurs usages au quotidien et améliorer le confort de nos utilisateurs. Et je suis également en charge d'un programme dont l'objectif est de voir comment intégrer les lunettes connectées dans le business traditionnel vers Essilor, c'est-à-dire dans les tests comparatifs traditionnels avant mise sur le marché de nos produits. Parce que là, les lunettes connectées, c'est très différent des lunettes connectées de Google, d'Apple ou même la Meta qui a fait un partenariat avec Ray-Ban. Alors là, on est sur quelle innovation dans vos lunettes connectées? Oui, on est sur ce qu'on appelle des verres intelligents. D'accord. Des verres actifs. C'est plus le verre que la lunette, là. Exactement. Par exemple, ils peuvent protéger de l'éblouissement ou s'adapter à la vue. Et ils ont en commun, en fait, d'être reliés à une fonction, donc en fait, d'être reliés à un courant électrique qui va modifier une fonction active. Ça peut être la couleur, l'opacité ou encore la puissance du verre. Et donc, en termes de data, vous travaillez sur quelle data? Alors, je travaille sur des données qu'on appelle vie réelle. D'accord. Et en fait, c'est des données qui vont nous permettre de comprendre l'usage dans la vraie vie des consommateurs. D'accord. Et il y a de plus en plus d'industries qui travaillent avec ce type de données, notamment l'industrie automobile, parce qu'on peut du coup se rapprocher du vrai besoin dans la vraie vie des utilisateurs. On sait que dans les tests produits, les ressentis, que ce soit de la satisfaction ou même de l'utilisation, en fait, elle va être, entre le déclaré et le réel, va être différente. Donc c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que vous faites après de ces datas? Vous allez pas vous les monétiser comme après ou c'est juste pour améliorer le confort et l'usage de nos porteurs? D'accord. Donc c'est quand même une innovation incroyable. Alors quelles sont les perspectives? C'est quoi la suite de ces lunettes connectées? Tout à fait. En fait, Essilor développe une lunette électrochromique dont la teinte varie électroniquement, de façon électronique. Donc vous pouvez modifier la teinte de votre verre à la demande. Un des axes sur lesquels je travaille, c'est justement apprendre de nos interactions, des interactions des porteurs avec leurs lunettes et d'intégrer finalement cette connaissance vie réelle dans les fonctions actives du produit pour typiquement avoir un produit qui s'adapte aux besoins utilisateurs dans le temps au fur et à mesure que le porteur l'utilise. Alors, c'est quoi pour vous la lunette de 2050? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en 2050 comme innovation sur les lunettes? Oui, qui s'adapte à notre besoin visuel rapidement, qui nous protège... Évolutive, oui, exactement. Tout est dans ce mot, effectivement, et qui, de façon très... intelligentes apprennent de nos besoins pour que justement on n'ait pas à paramétrer. Enfin, c'est la simplicité qui fait. Enfin, Stéphanie, je pense que les usages, vous me direz, mais c'est ça qui fait le succès des produits. Alors Stéphanie, justement, qu'est-ce que tu penses de cette avancée technologique-là? J'ai l'impression que tu es bluffée là. Non, mais alors complètement bluffée. D'abord, déjà, ravie de te rencontrer, Aurélie. Moi, j'ai toujours été bluffée par la boîte Essilor. Donc, qui s'est allié avec Luxottica il y a quelques années, donc, qui était déjà une boîte leader. Là, maintenant, c'est le leader mondial. Donc, bon, déjà, c'est la force de Stéphanie, elle connaît tout sur tout. Elle parle n'importe quelle société, elle connaît bien, elle est au courant de tout. Je suis passionnée je suis très curieuse, je suis passionnée par les industries. Ça, c'est une très belle boîte. Et je ne suis pas surprise, en fait, qu'une boîte leader comme Essilor, Luxottica s'intéresse au sujet du moment et en particulier l'intelligence artificielle. Et voilà, donc, non, moi, la question que j'avais, c'est donc, concrètement, j'ai des lunettes, le verre, je le programme avant parce que où il va se programmer avec mes yeux. Comment ça va interagir, en fait? Non. En fait, si on prend un parallèle, la tuile de ton smartphone, elle s'adapte à tes besoins. C'est-à-dire que tu modifies la luminosité, tu vas dans les paramètres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones ont intégré des fonctions d'intelligence artificielle et qui permet, en fait, dans l'usage, dans la vraie vie, de comprendre à quel moment tu as modifié la consigne de luminosité, qu'est-ce que tu étais en train de faire. Ils vont jusqu'à prendre des calculs comme l'angle du soleil, il y a les niveaux de batterie. Et donc, via des modèles ensuite type donc intelligence artificielle, ils vont te proposer de plus en plus des modèles qui vont tenir compte de tes besoins. Et je sais pas toi, mais moi, en fait, dans le temps, j'ai de moins en moins besoin d'interagir avec mon téléphone. C'est ça, en fait. Et ces produits-là, ils vont être disponibles quand sur le marché ?
Là, vous êtes encore en R&D ou alors on est dans le monde réel déjà? On est encore dans des phases de développement, oui. Donc on n'a pas de date encore de mise... Ah, c'est secret en fait. On ne peut pas tout savoir dans le Tech Show. On essaye parfois d'avoir des infos. T'as vu comment parfois on arrive, c'est bien tenté, mais je pense qu'on n'aura pas plus d'infos. Merci beaucoup Aurélie Lequin d'avoir été avec nous. Et on parle de lunettes. Donc est-ce que vous connaissez le groupe Warby Parker? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, mais je serais ravie de découvrir. Et ben voilà, c'est un détaillant américain de lunettes de vue, de lentilles de contact et de lunettes de soleil qui est basé à New York. Et on va le découvrir, son histoire, dans la chronique d'Adrien Laripa, le fondateur de 140 Studios. C'est parti pour l'histoire d'une DNVB. Je m'appelle Adrien, je suis le fondateur de 140 Studios et je suis là pour vous parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser grâce au digital. Alors qu'est-ce qu'une DNVB? C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, une brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales, digital native, et qui, pour émerger, se concentre sur un produit, c'est la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovantes et centrées sur les besoins de leurs clients. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment on peut créer un business avec une vision romantique, un engagement solidaire et atteindre une valorisation de 3 milliards de dollars en à peine 10 ans. Cette histoire, c'est celle de Warby Parker. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Warby Parker, pourtant, c'est aujourd'hui un géant de la lunette aux États-Unis, pour qui tout a démarré en D2C, c'est-à-dire en direct to consumer. Pourtant, il faut se rappeler qu'à l'époque, la vente en ligne, c'est compliqué. On est à l'iPhone 4, à la 3G, et la fibre n'est pas encore déployée partout. Bref, il va falloir des trésors d'ingéniosité à nos entrepreneurs pour réussir leur pari. Parce qu'ils en sont convaincus, il est possible de créer des lunettes qui soient belles, de bonne qualité et pas chères. Pour cela, la recette est simple, produire leur propre modèle et couper les intermédiaires en vendant directement aux consommateurs. Mais sans magasin, comment convaincre les consommateurs d'acheter leurs produits? C'est le premier coup de génie de nos entrepreneurs. 5 paires, 5 jours, 0 engagement. Ce principe est simple, vous choisissez 5 paires de la marque, vous les recevez chez vous et vous avez 5 jours pour renvoyer celles qui ne vous plaisent pas. Tout cela gratuitement. Les fondateurs de Warby Parker en sont convaincus, l'essayer, c'est l'adopter. Cette technique va vite montrer son efficacité et les chiffres de l'entreprise décollent. Mais c'est grâce à un deuxième coup de génie que tout va basculer. En effet, en 2012, Instagram atteint les 100 millions d'utilisateurs et Warby Parker va surfer sur cette vague en utilisant un levier surpuissant, la preuve sociale. 10 ans plus tard, toutes les marques utilisent les témoignages de leurs utilisateurs et la force de la recommandation pour vendre leurs produits. Mais à l'époque, Warby Parker est un des premiers à utiliser la force des réseaux sociaux pour faire connaître son offre grâce à un hashtag qui va faire décoller leur offre. Warby Home Try-On. Mais le plus important dans cette histoire, c'est comment Warby Parker est devenu une love brand, valorisée non pas en millions, mais en milliards. Ce qui a permis cette explosion, c'est l'engagement farouche des 4 fondateurs à avoir un impact sociétal positif grâce à leur activité et de le faire savoir. Dans le monde, environ 1 milliard de personnes ont besoin de lunettes sans y avoir accès. Warby Parker a donc mis en place un programme dans lequel chaque paire de lunettes achetée finance une association qui s'attaque à ce problème. C'est le Buy One Pair, Give One Pair. Aujourd'hui, Warby Parker est un poids lourd de la lunette aux États-Unis. Mais vous ne connaissiez sans doute pas cette marque avant cette chronique. Pourtant, leur histoire a beaucoup inspiré une marque que vous connaissez sans doute mieux en France. C'est Jimmy Fairly, qui a connu un succès tout aussi spectaculaire sur le marché français. Alors, l'histoire de Warby Parker nous apprend plusieurs leçons. Premièrement, on peut toujours innover pour différencier sa marque, tout n'a pas encore été fait. Ensuite, c'est que les clients d'une marque achètent autant un produit que les valeurs auxquelles elle s'associe. Enfin, la dernière leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'on peut encore prendre une bonne idée existante dans un pays, la déployer telle qu'elle dans un autre pays et finalement écrire sa propre histoire. Merci beaucoup Adrien pour cette fameuse chronique histoire d'une DNVB. Je crois Stéphanie que tu n'arrives toujours pas à te remettre de notre invité tech de tout à l'heure. Je crois que tu as adoré les verres Essilor, là, Luxottica. Ouais, non, je suis bluffée d'apprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et Aurélie continuait de m'expliquer là qu'en fait, leur enjeu, c'est de tout miniaturiser et que le verre devient un matériau intelligent. Alors, il l'était déjà. Hein. On sait tous qu'il y a des verres qui peuvent être un peu fluides. Et là, j'ai l'impression que ça a été... Mais oui, parce qu'en fait, derrière, j'imagine encore plein de révolutions dans plein d'autres secteurs à partir de ce matériau. C'est incroyable. Stéphanie, qui veut être mon associée, c'est une sacrée expérience, hein, je pense. Comment est-ce qu'ils t'ont contacté ? En fait, un jour, j'ai reçu un SMS d'une copine, Anne-Laure,
qui me dit, écoute Steph, j'ai été contactée par M6, ils cherchent des nouveaux invités pour leur jury de la 4e saison. Je leur ai parlé de toi, je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'ils te prennent dans le jury, qu'il faut montrer des femmes entrepreneurs comme toi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, je lui ai répondu par un smiley et ensuite, quelques jours après, j'ai été contactée par le directeur de la prod, Jérémy, avec son associé Omblin. Je les ai rencontrés au drugstore de Publicis en Haut-des-Champs. D'accord. Et j'ai passé un entretien d'embauche quasiment. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Et puis, un des directeurs des programmes de M6 est arrivé. L'entretien s'est bien passé aussi. Je pense qu'il regardait s'il y avait un alignement sur les valeurs. Tu vois, et quelques jours après, ils m'ont dit, Steph, si tu as envie, nous, on aimerait bien que tu rejoignes le jury de Qui veut être mon associé. Alors, est-ce que parmi les projets que tu as vus dans l'émission, tu penses que la plupart ont la capacité de décoller ou qu'il y a vraiment certains qui étaient vraiment voués à l'échec? Alors, sans les nommer, hein. Je pense que j'ai été bluffée par tous les projets. Parce que j'ai été bluffée par la créativité des entrepreneurs et puis aussi, pour certains, par leur ingéniosité et enfin, pour d'autres, par leur talent. Après, moi, en tout cas, je suis plutôt une spécialiste du B2B, de la tech. Et donc, quand il n'y a pas tout ça, je me dis finalement, c'est pas vraiment une start-up. Quoi. Alors, tu vois, justement, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas investir dans un projet là pour préparer les prochains qui vont passer devant toi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas investir? D'abord, les entrepreneurs. D'accord, le feeling que tu as avec l'entrepreneur. Pas forcément de feeling, parce que là, ça va très vite, mais tu vois, moi, j'arrive assez bien à voir si il a des qualités qui sont importantes pour moi, justement, comme le travail, le courage, le fait d'avoir envie d'apprendre, donc et ça, d'écouter. en un pitch, tu arrives à sentir si c'est un travailleur? Ouais, assez bien quand même. Et puis tu vois aussi comment ils réagissent aux questions qu'ils posent. Alors, il y a une chronique qui est emblématique dans le Tech Show Stéphanie, c'est le « J'investis ou j'investis pas ». Donc c'est parti pour la chronique « J'investis ou j'investis pas ». Stéphanie, est-ce que tu connais bien cette chronique? Non, pas très bien. Alors, c'est très simple. Je vais te parler de start-up et tu vas me dire si tu investis ou si tu n'investis pas. Et c'est juste sur l'idée. C'est uniquement sur une idée. Et tu nous dis, est-ce que sur cette idée, t'investis ou t'investis pas? Vas-y. C'est parti. Alors, blablabla, car c'est une IA qui te tient le crachoir sur l'autoroute pour pas que tu t'endors, donc il te parle en permanence. J'investis pas. T'investis pas. MyMovie, une application qui permet, à partir juste d'un pitch en 3 lignes d'un film, de réaliser le film et de pouvoir le visionner la minute suivante. J'investis. Clé en main, une IA qui, à partir d'un objet pris en photo ou filmé, te sort directement la notice. Non, j'investis pas. Robopsy, un psychologue virtuel qui aide les intelligences artificielles à gérer le stress lié à leur existence numérique. J'investis pas. T'investis pas. Parce qu'elle en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Non. IA personne. Donc, c'est un outil conversationnel à qui on peut parler et qui répond tout le temps. IA personne. Allez, j'investis. T'investis comme ça pour là, j'investis. Je suis sûre que sur les réseaux sociaux, ça marche. Alors, Guess My Baby, une IA qui prédit à 99% la tête, la voix et les yeux du futur bébé à partir de photos et d'une séquence ADN. Oh, j'investis. Je suis sûre que ça peut marcher, ce truc. Ouais. Mais bon, après, d'un point de vue éthique, tout ça, mais on investit quand même. On investit. C'est éthique, puisque là, c'est les parents qui décident de vouloir faire ça. Je suis d'accord. Ouais. CryptoFridge, un frigo qui mine des cryptos tout seul. J'ai investi 1000 fois. T'investis. Main en l'air, une IA qui établit un portrait robot des suspects en fonction des souvenirs de leurs victimes. Non, j'investis pas. Et enfin, le Tech Show, une émission qui te nourrit de tech et de digital. Bien sûr, j'investis. Ah, donc Stéphanie, j'ai une très... Mais seulement avec Vincent comme animateur. Hein. Ah, c'est gentil. Autrement, pas possible. Stéphanie, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu es prête? C'est bientôt la fin de cette émission. Non. Mais nous allons terminer avec l'interview confession. Donc le principe de l'interview confession, tu es dans un confessionnal, tu dois nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais parce que nous t'apprécions beaucoup au Tech Show, tu as le droit à un joker. Donc tu as le droit de ne pas répondre à une des questions. Est-ce que tu es prête, Stéphanie? Je suis prête. Alors Stéphanie, c'est quoi ta morning routine? Regarder mon téléphone. Première chose, tu regardes ton téléphone? Ouais. Donc réveil, téléphone. Ouais. Première chose, ok. Qu'est-ce qui te motive le plus? Apprendre. Stéphanie, tu penses à quoi avant de t'endormir? À ce que je vais faire le lendemain. Est-ce que tu as peur de l'IA? Non. Si tu avais un mantra, ce serait quoi?
On lâche rien. D'où le nom de ton Ouais. podcast. On lâche rien. Donc toujours détermination, Ouais. on lâche rien. Est-ce que tu fais ce dont tu as toujours rêvé? Non, pas exactement. Parce que ça aurait été les supermarchés. Non, parce que je pense qu'on est à un moment où on a plein de sciences et de technologies disponibles pour changer le monde, à tout point de vue, et qu'on va peut-être pas assez vite. Quel est ton dernier coup de nerf? Attends, je réfléchis parce que c'était il n'y a pas si longtemps si- que ça. Ah oui, c'était hier contre les impôts. D'accord, tu as reçu tes impôts et tu n'étais pas contente. Non, c'est pas ça. Ah. C'est qu'en fait, quand j'ai vendu Capa, j'ai payé beaucoup d'impôts. Donc, ils continuent de me prélever sur beaucoup d'impôts. Donc, j'ai tenté d'aller sur l'application gouv.fr. Il faut aller dans mes documents et là, tu changes à un endroit en disant que tu n'es plus à tel niveau. Donc là, il faut refaire une déclaration d'impôt. Je me suis dit, ils sont gonflés quand même. Donc, je les ai appelés. Ils m'ont dit, bah non, c'est comme ça. Je leur ai dit, mais bon, aidez-moi. Là, j'ai besoin de votre aide parce que je ne vais pas m'amuser à refaire une déclaration d'impôt prévisionnelle. Et ils m'ont dit, bah si, c'est que comme ça. Et si vous n'y arrivez pas, parce que vous ne pouvez pas passer de beaucoup à rien, même si vous expliquez pourquoi. Et donc, il faudra qu'on le fasse à la main. Je dis, bah autant le faire à la main maintenant, puisque je vous ai au téléphone. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord que vous tentiez de le faire par donc un petit vous-même. problème avec l'administration. Bon, tu vois, ouais, voilà. Alors, ton si dernier j'avais eu coup de- Volubile au téléphone, Voilà, je avec pense Volubile, ça que aurait été j'aurais plus réglé simple. mon problème hier. D'accord, donc ça t'a validé au moins, c'est le proof of concept de Volubile. Quel est ton dernier coup de cœur pour une start-up? Oh, mais... Bah, Volubile. Honnêtement, je suis bluffée par ce qu'on fait. Par ta start-up, ouais. Ouais, mais peut-être que ceux qui nous écoutent vont dire « Ah, elle exagère », mais vraiment, quoi. L'équipe à Grenoble de Julien, donc un bisou à Maxence, Anto et Mathieu, mais ils font un tel job en ce moment et que je suis bluffée. Et puis un petit bisou aussi à Gabriel, notre commercial, mais l'équipe est juste incroyable. Et ouais, je suis bluffée par ce qu'on fait, parce que quand tu as rêvé d'un truc, que ça marche et que tes clients, à la fin des conversations, alors que c'est une machine qui les a appelés, en l'occurrence, en ce moment, c'est avec ma voix, et qui disent à la fin de la conversation « Au revoir, madame », bon, bah, je sais qu'on a tout gagné, quoi. Est-ce que tu crois en la génération Z? Oui, en toutes les générations. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, à part les impôts? Quand on me dit « C'est pas possible » ou « Tu vas pas y arriver ». La chose que tu n'as jamais osé dire à personne. C'est là qu'on peut utiliser le joker. Donc, qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? C'est pas possible? Ça, c'est une bonne réponse. Bah, Je voilà. la prends, ça me va. Quelle est ta plus belle réussite? C'est d'avoir lancé Volubile avec des anciens de Capa, en partie, hein, mais et en particulier Julien, parce que pour moi, c'était la preuve que, bah, en fait, Ouais, de la sincérité des relations ouais. et que de la reconnaissance. Voilà, et aussi que, bah, finalement, on avait fait une aventure ensemble, mais tu sais, quand elle s'arrête, repartir pour une deuxième aventure avec des personnes que... Et dans le milieu professionnel, pour moi, c'était surtout pour moi la reconnaissance, tu vois, de dire, bah, finalement, ils ont apprécié que je sois leur chef, et maintenant, on est associés, et bah, finalement... C'est une belle reconnaissance. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Là, à l'heure actuelle, habiter un autre appartement à Paris parce qu'il est pourri. D'accord. Donc, malgré le cash-out, tu n'as pas encore changé Non, c'est pas d'appartement. mon sujet non plus, quoi, tu vois. D'accord. Je suis dans un 2 pièces à Paris qui est pratique parce que je peux aller vite fait au boulot. Voilà, et donc, mais il faut que je change. Là. Et ton prochain défi? Déployer Volubile dans toutes les entreprises dans le monde. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous au Tech Show, Stéphanie? C'est la dernière question. Ah non, mais moi, je veux pas que ça s'arrête, là. On recommence. Ah, donc on peut refaire. Tu pourras revenir au prochain Tech Show. Tu pourras revenir à un prochain Tech Show. Vraiment incroyable. Déjà, merci à toute l'équipe. Ah bah, merci à toi. Merci beaucoup. Petit bisou à Vanessa, qui a été d'une patience d'ange avec moi. Tout à fait, on va la remercier. Merci Stéphanie d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Ouais. C'était un honneur pour nous de te recevoir pour ton premier Tech Show. Donc bien sûr, on veut remercier toutes les équipes de Magnéto Serge, donc Serge Calfon, Vanessa Mérité, Amélie Juillet, Valérie Texero, John Demaillot, ainsi que toutes les équipes de 140 Studios et d'European Digital Group. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent le Tech Show chaque mois. Ça nous touche énormément. Et surtout, restez connectés.